Un garçon de 6 ans était assis près de la tombe de sa mère, murmurant « Elle est toujours en vie ». Tous pensaient que c'était le simple fantasme d'un orphelin en plein espoir jusqu'à ce qu'un millionnaire décide d'écouter et de déterrer une vérité qui laissa tout le monde sans voix. Le vent parcourait le cimetière comme une vieille mélodie, lente, empreinte de ce qui avait été. Les branches des arbres cliquetaient doucement au-dessus, laissant tomber des feuilles cassantes sur le chemin. À l'extrémité du terrain, là où les tombes vieillissaient et se faisaient plus solitaires, un petit garçon s'agenouillait devant une pierre trop simple pour l'immensité de ce qu'elle représentait. Kevin Dawson avait 6 ans. Sa veste, de taille trop grande, était remontée jusqu'au menton, mais cela n'empêchait pas le vent de s'y glisser. Ses phalanges étaient roses de froid, serrées autour d'une poignée d'herbe qu'il avait arrachée sans s'en rendre compte. Il fixait la terre comme si elle l'avait trahi. « Elle n'est pas partie, murmura-t-il, la voix tremblante. Elle est toujours là-dedans. Je peux la sentir. » Personne ne répondit, seulement le bourdonnement lointain du trafic et le grincement d'un portail en fer s'ouvrant. De loin, Ethan Langlais n'avait l'intention que de passer, un bouquet à la main, un devoir dans le cœur. Il venait chaque année, le même jour, à la même tombe pour dire à voix haute des choses qu'il n'avait jamais dites de son vivant. Mais aujourd'hui, quelque chose le fit ralentir. Il y avait un garçon seul près d'une tombe fraîche, parlant à la terre comme si elle l'écoutait. Ethan s'arrêta au pied de la pente. Il n'avait pas l'intention d'intervenir, mais quelque chose chez ce garçon, son immobilité, sa voix, la façon dont il ne pleurait pas à chaudes larmes, mais retenait tout dans sa poitrine comme un secret l'arrêta. La tombe portait un nom qu'il ne reconnaissait pas, Claire Dawson. Pas de fleurs, pas de photographie, juste une pierre simple et une date vieille d'Axe en grave peine quelques semaines. Il s'approcha. « Salut, petit. » Kevin sursauta mais ne s'enfuit pas. Il leva les yeux, cernés de rouge. Ses lèvres bougèrent avant qu'un son en sorte. « Sais-tu comment on sait si quelqu'un respire encore sous terre ?» Le souffle d'Ethan se coupa. Il s'agenouilla à côté de lui, le vent tirant sur son manteau. « Non, dit-il doucement, mais ce n'est pas une question qu'un petit garçon devrait se poser. » La voix de Kevin était discrète, mais elle portait une acuité plus ancienne que son âge. Ils ont menti sur sa mort. Ils ont dit qu'elle s'était endormie en conduisant, mais ma maman ne conduisait jamais quand elle était fatiguée, jamais. Et ils ne m'ont pas laissé la voir, pas une seule fois. Ethan fixa la tombe, la terre qui ne semblait pas s'être bien tassée. Qui sont-ils? Kevin hésita, puis comme s'il récitait de mémoire, les gens de l'endroit où elle travaillait, l'homme aux dents brillantes et la femme qui parle comme si elle souriait toujours, même quand elle est méchante. Ethan le regarda. Tu te souviens de leur nom? Kevin hocha la tête. Monsieur Grayon et Madame Coldwell. Ethan cligna des yeux. Walter Grayon. Le nom résonna fort dans sa mémoire. Ethan avait autrefois fait un don au centre de soins pour personnes âgées dirigé par Grayon. Grande promesse, grande publicité. C'était censé être un lieu de dignité. Qu'est-ce qui te fait penser qu'elle est toujours en vie? Demanda Ethan. Kevin posa sa paume sur le sol. Parce que je rêve d'elle et dans le rêve, elle n'est pas morte. Elle m'appelle par mon nom. Un instant, aucun ne parla. Le vent se calma. Une feuille se posa sur la pierre tombale, puis s'envola. Moi aussi, je rêvais de ma mère, dit finalement Ethan. Elle est morte quand j'avais ton âge. Kevin se tourna vers lui, les yeux écarquillés. Avez-vous déjà eu l'impression que personne ne vous croyait? Tout le temps. Ils restèrent assis là pendant une longue minute, deux étrangers liés par le deuil et un silence que personne d'autre ne pouvait supporter. Puis Kevin dit très doucement, si quelqu'un l'a mise ici juste pour la faire disparaître, est-ce comme un meurtre? Ethan regarda le garçon, le regarda vraiment, et sur le visage de Kevin, il vit quelque chose d'étrangement familier, non seulement de la tristesse, mais de l'injustice. Un enfant portant un fardeau qui appartenait aux adultes qui l'avaient laissé tomber. Oui, dit Ethan. Et si c'est ce qui s'est passé, quelqu'un devrait le savoir. La voix de Kevin était à peine audible. Alors, déterrez-la, s'il vous plaît. Quelqu'un doit vérifier. Une rafale de vent se leva. Ethan se leva, incertain de ce qu'il fallait dire, incertain pourquoi ses mains tremblaient. Il regarda à nouveau la tombe, puis le garçon dont le monde entier avait été enterré trop tôt. Derrière eux, une femme âgée s'approcha, Martha Jenkins, qui entretenait les fleurs du cimetière.
Elle portait un arrosoir et un regard qui disait qu'elle avait trop vu au fil de trop d'années. Elle fit un léger signe de tête à Ethan, puis regarda Kevin. Il vient ici tous les jours, dit-elle. S'assoit toujours tranquillement. Dit la même chose. Ma maman n'est pas morte comme il faut. Ethan hocha lentement la tête, la gorge serrée. Il pourrait avoir raison. Et pour la première fois depuis très longtemps, quelque chose se fissura dans le cœur d'Ethan l'anglais. Non par chagrin, mais par reconnaissance. Le passé avait une façon de se répéter chez d'autres enfants d'autres jours, sur d'autres tombes. Seulement cette fois, il ne s'en irait pas. Ethan l'anglais ne parlait pas de son passé, ni dans les interviews, ni lors des discours de gala, ni même dans le silence élégant de son pantouse de grande hauteur surplombant la baie. Les gens supposaient que sa nature discrète venait d'un lieu de raffinement. En vérité, elle venait de la mémoire. Certaines portes, lorsqu'elles sont trop longtemps fermées, s'ouvrent en grinçant sur des fantômes. Il était millionnaire selon toutes les mesures publiques, fondateur de technologies à succès, investisseur stratégique et philanthrope dont le nom était gravé dans le marbre de plus d'un hôpital pour enfants. Mais la partie d'Ethan qui ne changeait jamais, la partie qu'il gardait cachée, était un garçon qui, jadis, avait attendu, assis sur un banc de métal devant un foyer d'accueil de l'Ohio rural, une mère qui n'était jamais revenue. Il pleuvait aussi ce jour-là. Il n'avait pas l'intention de visiter le cimetière pour autre chose qu'un devoir, un bouquet, une prière, une promenade tranquille jusqu'à la voiture. Mais quelque chose dans la voix du garçon, ce désespoir teinté d'espoir, avait suivi Ethan chez lui et était resté avec lui pendant le dîner, à travers le son assourdi de sa télévision, à travers la longue nuit où il ne put dormir. Sais-tu comment on sait si quelqu'un respire encore sous terre? Cette question n'aurait pas dû venir d'un enfant, et pourtant Ethan se l'était posée sous une forme ou une autre chaque année depuis l'âge de 6 ans. Il se souvenait d'être assis dans ce foyer d'accueil en Ohio rural, serrant un dessin au crayon de sa mère dans une robe jaune, celle qu'elle portait la dernière fois qu'elle l'avait bordée. Il ne savait pas qu'elle était malade. Personne ne le lui avait dit avant qu'il ne soit trop tard. Pas de funérailles, pas de tombe, juste un dossier de papier de sortie et un nouveau nom de famille à la fin de la semaine. Certains enfants, avait dit froidement sa première assistante sociale, s'accrochent à l'idée que les gens leur doivent quelque chose. Il vaut mieux qu'ils apprennent tôt. Personne ne le fait. Il l'avait fait. Puis il avait passé les 3 décennies suivantes à lui prouver le contraire. Le lendemain matin, Ethan était assis à la fenêtre de son bureau, la lumière du soleil inondant le parquet. Il n'avait pas touché son café. Son téléphone s'illumina 2 fois avec des messages d'un membre du conseil d'administration et d'une mondaine. Il ignora les 2. Au lieu de cela, il ouvrit son ordinateur portable et tapa 2 mots, Claire Dawson. Il ne s'attendait pas à grand-chose, une nécrologie standard, peut-être un rapport médical. Mais ce qui apparut était presque rien. Un article bref et préformaté, une infirmière locale décède dans un accident, survit à son fils. Pas de photos, pas de détails de service, pas de collecte de fonds, juste un nom enfoui comme la femme elle-même. Il se pencha en arrière dans son fauteuil. Quelque chose n'allait pas. Cet après-midi-là, il se rendit à l'adresse que le garçon lui avait donnée. L'endroit ressemblait plus à une église reconvertie qu'à une institution publique, peinture blanche écaillée, une balançoire sans balançoire. Et à travers une étroite fenêtre de sous-sol, il vit Kevin assis sur le sol, les mains sur les genoux, les lèvres bougeant silencieusement, priant peut-être ou attendant. Ethan avait fait la même chose à cet âge. À l'intérieur, la femme à la réception afficha un sourire fatigué et mâchait du chewing-gum avec indifférence. Quand Ethan demanda des nouvelles de Claire, son visage changea comme un rideau que l'on tire. Elle était l'une des nôtres, vraiment adorable, vraiment tragique. S'est endormie au volant ou quelque chose comme ça. Les enfants ne comprennent pas toujours tout, vous savez. Ils veulent quelqu'un à blâmer. La connaissiez-vous personnellement? Demanda Ethan. Les yeux de la femme vacillèrent. Pas très bien. Elle restait à l'écart. Mais bon, certaines personnes craquent tout simplement. Ethan la remercia et partit. Mais les mots s'accrochèrent à lui, certaines personnes craquent tout simplement. C'était le genre de choses que les gens disaient pour faire la paix avec l'horreur, pour adoucir les arêtes inconfortables de la culpabilité et de la complicité. Cela semblait raisonnable. Cela semblait rodé. Cela lui donnait la chair de poule. Ce soir-là, Ethan appela une amie, Tina Moral.
Elle avait autrefois fait du bénévolat pour sa fondation et travaillait maintenant à temps partiel comme infirmière en soins palliatifs. Quand il mentionna Claire Dawson, il y eut un silence. Elle travaillait au centre Rosille, n'est-ce pas? Oui. Elle n'aurait pas dû mourir. Ethan se figea. Que voulez-vous dire? La voix de Tina était chuchotée. Elle m'a appelé la semaine précédente. Elle a dit que quelque chose n'allait pas, que certains des patients âgés mouraient trop vite. Elle a dit qu'elle avait des noms, des documents, quelque chose qu'elle allait signaler. Puis elle a disparu. Avez-vous dit à quelqu'un? À qui étais-je censé le dire? Walter Grayon dirige la moitié de cette ville. Et vous savez ce qu'ils ont dit? Que Claire avait des problèmes de santé mentale, qu'elle était instable. Mais ce n'était pas le cas. Elle était juste honnête. Ethan resta longtemps silencieux, puis finalement, qu'est-ce qui aurait pu pousser quelqu'un à tuer une femme comme elle? La réponse de Tina fut rapide. La vérité, c'est ce qui fait tuer les gens, Ethan. Le genre de vérité qui ne peut être achetée ou enterrée. Il marcha le long du rivage cette nuit-là. La marée était basse, le vent vif et salé. Il pensait à sa mère, dont le nom ne figurait même pas sur une pierre tombale. À Kevin, agenouillé dans la terre. À Claire Dawson, effacée sans bruit. Il avait passé sa vie à construire des choses, des applications, des entreprises, des héritages. Mais à présent, seul sous un ciel vide, Ethan réalisa quelque chose qu'il n'avait pas prononcé à voix haute depuis des décennies. Je ne suis jamais parti, murmura-t-il. Pas vraiment. Le garçon du foyer d'accueil, le garçon sur le banc, il vivait toujours quelque part en lui, attendant que quelqu'un dise la vérité. Ethan regarda la mer et resserra son manteau. Pour la première fois depuis des années, il savait exactement ce qu'il était censé faire. Le lendemain, Ethan se tenait devant l'orphelinat, le col de son manteau relevé contre le vent, regardant un groupe d'enfants traverser le portail avec un accompagnateur derrière eux. Le bâtiment lui-même semblait fatigué, peinture écaillée autour des fenêtres, un affaissement dans la rampe du porche, l'odeur fatiguée de pâte bouillie et de produits de nettoyage qui persistait même de l'extérieur. Kevin était parmi eux. Ethan reconnut sa démarche, ce pas lent et prudent que les enfants développent lorsqu'ils ont appris à ne pas espérer trop vite. Il attendit que le groupe passe, puis le suivit à distance. Le parc était calme, les feuilles commençaient à prendre leur couleur. Quelques-unes tombaient déjà comme de vieux secrets des arbres. La plupart des enfants se dirigèrent vers les balançoires ou les bars, mais Kevin non. Il alla vers la lisière, s'assit sous un arbre et commença à dessiner quelque chose dans la terre avec un bâton. Ethan s'approcha lentement, incertain de ce qu'il dirait. Il y avait des règles pour ces choses, des limites, mais quelque chose en lui, une voix longtemps enfouie, lui disait que ce n'était pas un moment ordinaire. C'était un tournant, une fenêtre, et les fenêtres ne restaient pas ouvertes éternellement. « Salut, dit-il doucement, s'agenouillant à quelques mètres de là. Tu te souviens de moi? » Kevin leva les yeux. Pendant une seconde, son visage s'illumina de reconnaissance, puis il s'estompa, réservé. « Je n'ai rien dit à personne, dit-il, comme vous l'avez demandé. » Ethan sourit faiblement. « Tu n'avais pas à le faire. Je suis revenu parce que je le voulais. » Kevin reporta son regard sur la terre. La plupart des gens ne reviennent pas. Les mots flottaient là, doux, factuels, trop vieux pour la bouche d'un enfant. Ethan laissa le silence s'étirer avant de répondre. « Je pensais la même chose quand j'avais ton âge. J'attendais quelqu'un qui n'est jamais venu. » Kevin le regarda, les sourcils froncés. « Votre maman? » Ethan hocha la tête. « Elle est tombée malade. Personne ne me l'a dit avant qu'elle ne soit partie. Pas d'adieu, juste partie. Et puis tout le monde s'attendait à ce que je m'en sorte. Mais ce n'était pas le cas. » Kevin cligna lentement des yeux, comme si la pensée était trop grande pour sa poitrine. « Ils ont dit que ma maman avait percuté un arbre, dit-il. Mais elle n'aurait pas fait ça. Elle était prudente. Elle n'aimait même pas conduire la nuit. »« T'ont-ils laissé la voir ?» demanda Ethan doucement. Kevin secoua la tête. « Ils ont dit que c'était mieux comme ça. » Ethan expira par le nez. « Pour qui ?» Kevin ne répondit pas, mais ses doigts se resserrèrent autour du bâton qu'il tenait. « Elle me chantait des chansons, dit le garçon, la voix baissant en un murmure, avant de dormir.
Elle avait une cicatrice au poignet en forme de croissant de lune. Je la traçais avec mon doigt jusqu'à ce que je m'endorme. Ethan déglutit difficilement. Parfois, les gens oublient que les vraies vies ont ce genre de détails. Comme quoi, demanda Kevin. Comme des chansons avant de dormir, des cicatrices en forme de lune, la façon dont quelqu'un coupe toujours la croûte de ton pain grillé. Des choses réelles, pas seulement ce qu'ils écrivent dans les rapports. Kevin le regarda longuement. Alors, pensez-vous qu'elle est toujours là-dedans? La question était si nue. Elle faisait mal. Ethan hésita. Je pense que quelque chose ne va pas. Et quand quelque chose ne va pas, on ne s'en va pas. On pose des questions. Il n'aime pas les questions. Ethan hocha la tête. Il n'aimait pas non plus quand j'étais petit. Mais les poser quand même est parfois la chose la plus courageuse que l'on puisse faire. Kevin regarda de nouveau la terre. J'ai un dessin. Tu veux voir? Il fouilla dans son manteau et en sortit un morceau de papier froissé. Dessus, un croquis enfantin, tremblant, mais on pouvait distinguer le visage d'une femme aux cheveux longs, un collier avec un petit cercle et un garçon à côté d'elle avec des étoiles dans les yeux. C'était la veille, dit Kevin. Elle m'abordait et m'a dit qu'elle me verrait après le travail. C'était la dernière fois. La voix d'Ethan était rauque quand il parla. Elle ressemble à quelqu'un qui n'a pas pu dire au revoir. Kevin hocha la tête une fois. C'est le pire. Ils restèrent assis là, silencieux un moment, le vent soulevant les feuilles autour de leurs pieds. Puis une voix plate de l'autre côté du parc. Kevin, on y va. C'était l'accompagnatrice. Fatiguée, impatiente. Kevin se leva à contre-cœur, remettant le dessin dans son manteau. Je dois y aller, dit-il. Mais merci d'être revenu. Ethan se leva aussi. Il fouilla dans sa poche et en sortit un petit bloc-notes et un stylo, écrivit quelque chose et arracha la feuille. Mon numéro, si jamais tu as besoin de parler ou si tu te souviens de quelque chose, n'importe quoi. Kevin prit le papier des deux mains comme s'il était fragile. Alors que le garçon se tournait pour partir, il s'arrêta et regarda en arrière. Monsieur l'Anglais, oui, vous êtes la première personne à avoir l'air de me croire. Ethan ne parla pas. Il hocha seulement la tête une fois, fermement et avec assurance. Lorsque Kevin fut hors de vue, Ethan marcha lentement vers un banc. Il s'assit, les coudes sur les genoux, et regarda le ciel au-dessus des arbres. Les nuages se dispersaient maintenant, laissant passer de petites fissures de lumière. Dans une autre vie, quelqu'un aurait pu dire à Kevin d'oublier, de passer à autre chose. Mais Ethan savait mieux. Oublier ne guérit pas. Cela n'enfouit que la douleur plus profondément. Il fallait la nommer, l'affronter, parfois même la déterrer. Et tandis que le soleil se répandait à travers les branches, Ethan fit une promesse silencieuse au garçon, à la femme, à la cicatrice en croissant de lune et à la partie de lui-même qui n'avait jamais vraiment cessé d'attendre. Cette fois, quelqu'un reviendrait. Avant de devenir un murmure dans la terre, Claire Dawson était une flamme discrète, constante, attentive, trop modeste pour se dire courageuse. Elle travaillait de nuit au centre de soins pour personnes âgées Rosilles, nichée derrière une colline clôturée de blanc à la périphérie de la ville. Le personnel la disait fiable, les patients l'appelaient Aurore, même si elle arrivait longtemps après le crépuscule. Elle avait des mains douces, connaissait le nom de l'enfant de chaque aide-soignante et apportait des muffins à la cannelle le vendredi parce qu'un des vétérans ne pouvait pas dormir sans cette odeur. Elle ne se plaignait pas, elle ne bavardait pas, et c'est peut-être pour cela que son absence fut si facilement réécrite. Les lumières du couloir clignotaient toujours près de la chambre 12B et Claire avait plaisanté une fois doucement pour elle-même que c'était le battement de cœur du bâtiment. Mais elle ne souriait pas la nuit où elle ouvrit le dossier de Madame Tomlin et vit son nom marqué DNR, Donut Resuscitat, sans aucune autorisation familiale. Claire avait été avec elle ce matin-là. Madame Tomlin avait mangé 3 fraises et lui avait parlé du bateau de pêche de son défunt mari. Elle n'était pas mourante, elle avait des projets, voulait revoir les feuilles d'automne une dernière fois. Mais au soir, elle était partie. Le dossier indiquait qu'elle avait fait une fausse route dans son sommeil. Claire resta près du lit plus longtemps qu'il ne le fallait, fixant les draps bien bordés comme s'ils allaient dire la vérité. Plus tard cette nuit-là, elle parla avec Tina Moral dans la salle de repos, leur voix étouffée sous le bourdonnement de la lumière du distributeur automatique. « Je te dis, dit Claire, les doigts tremblants autour d'un gobelet en styromousse. Elle n'était pas prête. « Quelque chose ne va pas ici,
Tina. J'ai vu 3 patients en une semaine passer de stable à mort, tous marqués DNR. Tout sans appel aux familles, sans examen, sans autopsie. Les yeux de Tina s'écarquillèrent. Claire, fais attention. Claire leva les yeux. Sa voix n'était pas en colère, juste fatiguée et triste. La prudence n'a pas aidé Madame Tomlin. Tina se pencha. Qu'est-ce que tu vas faire? Claire sortit un cahier de composition usé de son sac, des pages de notes manuscrites, date, initiale. Je garde une trace. Je ne sais pas encore ce qui se passe, mais je le saurai. On frappa à la porte de la salle de repos. Un homme grand avec un sourire poli entra sans attendre de réponse. Walter Grayon. Son costume sur mesure était de la couleur de la fumée, son haleine légèrement mentholée et autoritaire. « Mesdames, dit-il avec douceur. Vous travaillez tard. » Claire se raidit. Tina sourit faiblement. Juste en train de finir les rapports. Walter jeta un coup d'œil au cahier sur les genoux de Claire, ses yeux se rétrécissant une demi-seconde avant de retrouver leur charme. Vous savez, dit-il, se dirigeant vers le comptoir pour se servir un café, j'ai toujours admiré le dévouement. C'est rare de nos jours. Mais la loyauté, c'est encore plus rare. Il se tourna et regarda directement Claire. Il y a quelque chose de délicat dans notre travail ici. Les gens ne viennent pas à Rosie pour vivre éternellement. Ils viennent pour être soulagés doucement, tranquillement. Parfois, nous devons aider ce processus avec compassion, discrétion. Vous comprenez ça, n'est-ce pas, Claire? La mâchoire de Claire se serra. Je comprends que les soins doivent être nets. Walter sirota, souriant sans chaleur. L'honnêteté est subjective. Le confort, cependant, est un bien universel. Assurons-nous de nous souvenir de ce qui compte. Il quitta la pièce, laissant derrière lui un silence lourd de choses inexprimées. Claire se leva. Elle remit son cahier dans son sac. « Je vais en faire une copie, murmura-t-elle. Si quelque chose m'arrive, je veux que quelqu'un le sache. » Tina hésita. « Tu penses qu'il... » Claire ne répondit pas. Ce week-end-là, Claire et Kevin passèrent tout le samedi à faire du pain aux bananes. Ils se tenaient sur un tabouret, laissant tomber des pépites de chocolat dans le bol comme de minuscules vœux. « Maman, dit-il soudain, pourquoi n'as-tu pas plus d'amis? » Claire rit doucement. « C'est une drôle de question. Je demande juste. » Elle essuya de la farine de sa joue. « Certaines personnes préfèrent le calme, mais je tais-toi et c'est déjà un monde entier. » Il fit une pause. « Tu n'es pas triste, n'est-ce pas? » Elle le regarda vraiment et quelque chose dans son expression vacilla. « Non, mon bébé, je suis juste fatiguée parfois, fatiguée d'adulte. Mais je suis heureuse quand je suis avec toi. » Kevin posa sa tête sur son épaule. « Je serai avec toi pour toujours. » Et Claire, qui avait noté le nom d'un journaliste dans un cahier qu'elle gardait désormais dans son sac, ferma les yeux un instant, plus longtemps que d'habitude. Le lundi arriva, il pleuva. Claire n'alla pas travailler en voiture cette nuit-là. Elle y alla à pied. Ses clés de voiture étaient encore dans la poche de son manteau quand on la trouva le lendemain matin. Le personnel fut informé qu'il y avait eu un accident tragique. Endormi au volant, dit solennellement Walter lors du briefing matinal. Ces choses arrivent. Ne nous attardons pas. Tina resta affligée sur sa chaise. Il n'y eut ni mémorial, ni photo sur le tableau d'affichage, ni fleurs dans le couloir. Juste une note sur le calendrier du personnel indiquant que ses cartes de travail avaient été réaffectées. Et quand Kevin demanda à la voir, l'orphelinat fut informé qu'elle n'avait pas de proches. Des semaines passèrent. Tina tenta de récupérer les affaires de Claire, mais le personnel prétendit qu'il ne restait rien. Pas de sac, pas de cahier, pas d'effets personnels. Ils ont dû être recueillis par le coroner, dit un employé, mâchant du chewing-gum. Où le compte? Qui sait? Tina rentra chez elle ce soir-là et pleura dans sa cuisine. Quelque part dans son esprit, la voix de Claire résonnait, « Si quelque chose m'arrive, je veux que quelqu'un le sache. » Elle se versa du thé, s'assit et commença à écrire tout ce dont elle se souvenait. Ce cahier reposait maintenant dans le tiroir de sa commode, intouché depuis des semaines, jusqu'à la nuit où le téléphone sonna. « Salut Tina, c'est Ethan Langlais. Nous nous sommes rencontrés une fois il y a des années.
Il y avait quelque chose dans sa voix, mesuré, lourd. J'ai besoin de te poser des questions sur Claire Dawson. Les mains de Tina tremblèrent. Elle a été assassinée, dit-elle doucement. Personne ne le dira, mais c'est ce qui s'est passé, et je pense que vous le savez déjà. Il y eut une pause. J'ai besoin de ce cahier, dit Ethan. Un autre silence. Puis un seul mot, oui. Tout le monde à Rosie ne savait pas, mais certains le savaient, et certains, peut-être les pires d'entre eux, le savaient presque. Il y avait Pamela Reed, qui vivait à côté de Claire et apportait parfois de la soupe en conserve quand Kevin était malade. Elle travaillait de nuit aussi, à la poste, et gardait ses rideaux fermés et ses mots encore plus. La nuit où Claire disparut, Pamela entendit des cris, pas forts, contrôlés, précis, comme un avertissement prononcé entre des dents serrées. Elle regarda par le Judas, mais n'ouvrit jamais la porte. Plus tard, quand quelqu'un lui demanda si elle avait vu quelque chose d'étrange ce soir-là, Pamela haussa simplement les épaules. Ça ne me regardait pas. C'est ainsi que cela se passa, pièce après pièce, cœur après cœur. Chacun avait une raison de ne pas parler. Écully, le gardien de nuit à Rosille, était autrefois ambulancier. Il buvait trop maintenant et avait un litige de pension avec la ville qui le rendait amer. Il se souvenait de Claire, l'aimait bien, elle était gentille, mais il se souvenait aussi d'un chèque grand et d'allure officielle qui était apparu le lendemain de sa disparition. Il était étiqueté et transition de retraite anticipée. Il l'encaissa, et chaque matin après cela, il se rasa en refusant de croiser son propre regard dans le miroir. Mais tous ne s'étaient pas tus. Ce fut l'officier James Ross qui ouvrit la porte, ne serait-ce que légèrement. Il était nouveau au département, 30 ans, honnête, peut-être trop honnête, appelant encore sa mère tous les dimanches, croyant encore obstinément que certaines lignes ne devaient pas être franchies. Quand étant l'Anglais se présenta au commissariat, demandant l'accès à un ancien certificat de décès, James ne le repoussa pas en riant. Il écouta, il lut, puis il fronça les sourcils. Cause du décès, accident de la route. Pas de témoins, pas de photos, pas de rapport de médecin légiste. Il tapa 2 fois sur le dossier, puis se pencha en arrière dans sa chaise. Cela a été passé en force. Ethan était assis en face de lui, calme, indéchiffrable. Je n'ai pas l'autorisation de rouvrir cela, dit James. Pas officiellement, mais je peux vous dire qui a signé. Il tendit à Ethan un bout de papier. Carl Newman, médecin légiste du comté. Ethan hocha la tête, pliant le nom dans son portefeuille. James hésita. Je ne peux pas vous promettre la justice, mais je peux vous aider à chercher. Ils commencèrent par la fleuriste. Martha Jenkins vendait des fleurs de son ventre rose depuis 20 ans. Son stand était petit, en bois, avec une peinture écaillée et une légère odeur de lavande mêlée à la terre. Elle vivait seule maintenant dans une maison remplie de vieilles photographies et de voix silencieuses avec lesquelles elle se disputait. Quand Ethan la trouva, elle coupait les tiges des roses. Ses doigts bougeaient lentement, comme quelqu'un qui avait appris depuis longtemps à être prudent avec les choses fragiles. Je me souviens de Claire, dit-elle. Elle achetait des lits blancs pour ses patients, payés de sa propre poche. Elle me disait que les fleurs étaient comme des berceuses pour les mourants. Ethan hocha la tête. Vous souvenez-vous de la nuit où elle a disparu? Les mains de Martha s'immobilisèrent. Puis, lentement, elle reprit les cisailles. Elle est passée tard à acheter un bouquet. Elle a dit qu'elle allait voir quelqu'un qui était resté trop longtemps seul. Qui? Elle n'a pas dit. Mais ses yeux étaient différents, comme si elle avait déjà dit adieu à quelque chose. Il y eut une pause, puis elle ajouta, ils ont trouvé le bouquet dans une benne à ordures le lendemain matin, intact. Cette nuit-là, de retour chez Ethan, il étudia chaque pièce qu'ils avaient rassemblée, le cahier de Claire, la déclaration de Tina, les irrégularités du certificat de décès, le chèque que Écully avait reçu et que Tina avait photographié en secret, et maintenant le souvenir de Martha. Pourtant, quelque chose manquait. La charnière, le moment où le silence s'était transformé en complicité. Cela vint, comme beaucoup de choses, par quelqu'un d'inattendu. Maria Grayon n'ouvrait généralement pas le courrier, mais Walter avait été négligent ce matin-là, et l'enveloppe simple non marquée était tombée de sa mallette. Elle faillit ne pas la lire, mais le nom de Claire Dawson était écrit au stylo à bilan haut de la note interne, et quelque chose dans ce nom la tirailla comme un accroc dans un tissu. La note était brève, statut DNR traité. Aucun contact familial nécessaire.
Action finale approuvée. Elle était datée de 2 jours avant la mort de Claire. Maria était mariée à Walter depuis 22 ans. Elle l'avait rencontré à la faculté de droit. Elle savait comment il souriait quand il mentait. Elle connaissait la façon dont sa voix devenait plus calme, plus froide quand il arrangeait quelque chose. Elle se souvenait aussi de Claire, l'infirmière aux yeux timides et aux mains fermes, celle qui apportait des couvertures supplémentaires à sa mère quand elle mourait à Rosille. Cette nuit-là, Maria ne dormit pas. Elle s'assit au bord du lit d'invité et fixa le document jusqu'à ce que le lever du soleil le dore. Elle ne dit pas à Walter qu'elle savait, pas encore. Au lieu de cela, elle appela Tina Moral. « J'ai besoin de rencontrer quelqu'un, dit-elle. Quelqu'un qui croit que Claire n'a pas simplement disparu. » Ethan rencontra Maria 2 jours plus tard dans le fond d'un café qui sentait la cannelle et la trahison silencieuse. Elle était posée, mais sa voix trembla une fois. « Je ne voulais pas croire qu'il était capable de ça, dit-elle. Mais je pense qu'il l'a toujours été. Je ne voulais juste pas le voir. » Elle lui tendit la note. Ses yeux étaient vitreux mais secs. « Je ne peux pas défaire ce qui a été fait. Mais si cela aide ce petit garçon à connaître la vérité, alors prenez-le. » Elle se leva pour partir, puis se retourna. « Savez-vous ce que Claire a dit à ma mère le dernier jour où elle était en vie ?» Ethan secoua la tête. Elle a dit, « Tu n'as plus à avoir peur, je resterai. » C'était le genre de personne qu'elle était, même quand elle savait qu'elle était entourée de l'eau. Ce soir-là, Ethan était assis avec Kevin dans le parc. Le garçon avait dessiné des étoiles sur ses mains avec un stylo bleu. Il dit que cela l'aidait à se sentir proche d'elle. « Je pense qu'elle est fière de toi, dit Ethan. Kevin leva les yeux. « Pourquoi ? » « Parce que tu as dit la vérité, et la vérité est retentissante même lorsqu'elle est chuchotée. » Kevin inclina la tête. « On est en train de gagner ?» Ethan sourit faiblement. « On commence à être entendu. » La salle de bal sentait légèrement l'argent et les roses arrangées dans de grands vases en verre qui bordaient le centre de chaque table recouverte de lin. Des guirlandes lumineuses scintillaient au-dessus des invités comme un mensonge poli. C'était un gala de bienfaisance pour les soins aux personnes âgées, organisé par la Fondation Rosille, et Walter Grayon était l'orateur principal. Ethan l'anglais ne voulait pas être là. Son costume sur mesure lui allait comme une armure. Son sourire, quand il venait, était fragile. Il marchait parmi les donateurs et les membres du conseil avec le poids de plus que des papiers dans la poche de son manteau. Il portait maintenant la vérité de Claire, et elle pesait comme une chaleur sur sa peau. Walter se tenait près de la scène, un verre de vin à la main, sa voix chaude alors qu'il se penchait pour charmer l'épouse d'un juge local. Il rit doucement et de manière rodée, comme s'il n'avait jamais entendu le nom de Claire Dawson de sa vie. Ethan s'approcha lentement. Il n'interrompit pas. Il attendit que Walter se tourne et le voie. Il y eut un sentiment de reconnaissance, agacement, calcul puis le masque revint. « Monsieur l'anglais, dit Walter, tendant une main. Je ne m'attendais pas à vous voir ce soir. » Ethan la serra brièvement. « Moi non plus. » Walter désigna une table près du devant. « Joignez-vous à moi. Je crois que nous avons plus en commun que vous ne le pensez. » Ethan le suivit, le bourdonnement des violons s'élevant derrière eux. Quand ils s'assirent, Walter se pencha. « Vous êtes un homme qui comprend l'influence, dit-il. Vous avez bâti des empires à partir de rien. Vous savez ce qu'il faut pour s'élever. Ce n'est pas la pureté, c'est le pragmatisme. » Ethan s'inclina. « Est-ce ce qui est arrivé à Claire? Du pragmatisme? » Walter sourit finement. « Les tragédies arrivent. Les gens se surmènent, négligeant leurs limites. Elle était instable vers la fin. Erratique. Vous avez vu les dossiers? J'ai vu des certificats de décès falsifiés et un DNR qui a été traité sans le consentement de la famille 2 jours avant sa mort. » Walter fit tournoyer son vin. Tellement dramatique. Vous avez parlé aux mauvaises personnes. J'ai parlé aux personnes qui ont été réduites au silence, dit Ethan, sa voix basse. Tina, Maria, une fleuriste se souviennent de plus de choses que vous ne le voudriez. Walter gloussa. La mémoire est une chose fragile. Les gens voient ce dont ils ont besoin. Non, répondit Ethan. Les gens voient ce qu'on leur dit de ne pas voir, mais ils se souviennent quand on leur a demandé d'oublier. Il y eut une pause.
La table entre eux sembla s'épaissir. Les yeux de Walter se durcirent. Vous ne voulez pas faire de moi un ennemi? Ethan croisa les mains. Vous l'avez déjà fait lorsque vous avez enterré une mère avant que son enfant ne puisse dire au revoir. Walter se pencha en arrière, l'étudiant. Vous voulez être un héros? Très bien. Mais comprenez ce qui se passe ensuite. Si vous persistez, vous brûlerez plus que mon nom. Vous entraînez toute la fondation vers le bas, des centaines d'emplois, de vies, les programmes même que vous avez financés. Je ne suis pas ici pour sauver une institution, dit Ethan calmement. Je suis ici pour un petit garçon qui pense que sa mère l'appelle toujours dessous la terre. Walter ricana, épargnez-moi la poésie. Ethan se leva. Vous ne la méritez pas. Il se tourna pour partir, mais s'arrêta. Une dernière chose, dit-il sans regarder en arrière. Je n'ai pas besoin de vous détruire. La vérité le fera seul. Les jointures de Walter blanchirent sur le pied de son verre. Dehors, l'air de la nuit était frais, vif, avec une odeur de pain et au loin de bois brûlé. Ethan expira, la tension se retirant lentement de ses épaules comme une marée. Il fit le tour du hall de réception et s'arrêta près de l'arrière où les bennes à ordures reposaient, silencieuses et ignorées. Il ne savait pas pourquoi, mais quelque chose à ce sujet le rebutait. L'invisible lui semblait approprié. C'est là qu'il la vit, Maria. Elle se tenait seule, enveloppée dans un châle, son expression indéchiffrable. Il sait, dit-elle doucement. Ethan hocha la tête. Il s'en fiche. Je sais. Elle hésita, puis ajouta, mais il a tort. Elle se tourna vers lui, sa voix se brisa légèrement. Vous aviez raison pour Claire. C'était le genre de femme qui mettait les gens mal à l'aise parce qu'elle disait la vérité trop doucement pour qu'ils la reconnaissent comme une force. Ethan baissa les yeux. J'aurais aimé la rencontrer de son vivant. Maria s'approcha. Elle vous aurait aimé. Vous écoutez avec vos yeux. Ils restèrent en silence, le vent frôlant comme un fantôme. Puis Maria sortit quelque chose de son sac à main, une clé USB. Il ne sait pas que je l'ai copié. Dossiers hospitaliers, emails internes, assez pour faire du bruit. Ethan la prit des deux mains. J'ai peur, murmura-t-elle. Il hocha la tête. Moi aussi. Mais peut-être qu'il ne s'agit pas d'être sans peur. Peut-être qu'il s'agit simplement de le faire en ayant peur. Maria sourit faiblement. Il a toujours dit que la peur était une faiblesse. Je crois qu'il a oublié que c'est là que notre force commence. Plus tard cette nuit-là, Ethan était assis sur le parking de l'orphelinat, regardant la fenêtre où la veilleuse de Kevin brillait d'un léger bleu. Il n'entra pas. Au lieu de cela, il laissa un petit sac en papier sur les marches. À l'intérieur, un nouveau carnet de croquis, une boîte de crayons de couleur et un mot, pour tes dessins, pour tes étoiles, pour les choses qu'ils ont essayé d'enfouir mais dont tu t'es quand même souvenu. Quand Kevin le trouva le lendemain matin, il ne sourit pas. Il le tint comme on tient quelque chose que l'on n'était jamais sûr de recevoir, non comme un cadeau, mais comme une vérité retrouvée. À l'intérieur de la couverture avant du carnet de croquis, une seule phrase de la main d'Ethan, la vérité est plus forte quand quelqu'un ose la dire avec toi. Le sol avait toujours bien gardé ses secrets. Ce matin-là, le cimetière était plus calme que d'habitude, trop calme pour le printemps. Pas même les oiseaux ne s'agitaient alors que la camionnette franchissait les grilles anonymes et résolues. L'air était lourd d'une sorte d'anticipation qui sentait légèrement l'herbe mouillée et quelque chose de plus ancien, quelque chose de creux. Ethan se tenait aux côtés de l'officier James Ross, un presse-papier à la main, les bottes fermes dans la terre, à quelques mètres de la tombe de Claire. Le même endroit où un petit garçon avait autrefois murmuré à la terre, elle est toujours là-dedans. Aujourd'hui, ils allaient écouter. Cela avait pris des semaines, des permis, des fonds privés et un juge discret qui devait une faveur à Maria Grayon. Même alors, tout avait été fait à voix presque chuchotée. Pas de presse, pas de foule, juste 5 personnes qui comprenaient ce que signifiait déranger les morts pour donner la paix aux vivants. L'équipe médico-légale était dirigée par le docteur Elena Bishop, une femme d'une 60aine d'années qui portait ses cheveux gris attachés en une tresse dans le dos et parlait comme quelqu'un qui avait passé sa vie à voir les autres mentir. Elle examina la tombe, puis regarda Ethan. Je la traiterai avec douceur. Merci, dit Ethan. Sa voix était rauque. Le creusement commença lentement, la première couche de terre s'enlevant par douce et prudente pelletées.
Ethan ne pouvait se résoudre à regarder directement. Au lieu de cela, il observait le vent traverser les arbres, écoutant le doux rythme de la pelle. Kevin n'était pas là. Ethan lui avait demandé la nuit précédente s'il voulait venir. Kevin avait secoué la tête. Je sais déjà qu'elle est là. Je n'ai pas besoin de les voir le prouver. Alors Ethan se tenait à sa place. À mi-chemin du processus, le docteur Bishop s'agenouilla près de la tombe et passa doucement sa main le long du bord de la doublure intérieure du cercueil. Elle fronça les sourcils. « Quelque chose ne va pas ?» demanda Ross. Elle ne répondit pas tout de suite. Puis doucement, il y a une fracture dans la fibre de verre, horizontale. Pas due à une chute. Ethan s'approcha. Qu'est-ce que cela signifie? Elle leva les yeux. Cela signifie que quelque chose a poussé de l'intérieur vers l'extérieur. Un silence tomba comme de la poussière. Le docteur Bishop écarta délicatement les débris du couvercle. Plus de détails émergèrent, des marques de raclure le long de la doublure intérieure, 2 ongles cassés incrustés dans le scellant. Ethan sentit son estomac se tordre. Le docteur Bishop expira, sa voix un murmure. Elle ne dormait pas quand ils l'ont mise ici. James était pâle. La cause du décès sur le certificat était un traumatisme dû à un accident de voiture. Il n'y a aucune preuve de traumatisme contondant, dit Bishop. Pas d'os cassé, juste des signes d'hypoxie et de panique. Ethan fixa le cercueil. Elle s'est réveillée, murmura-t-il. Bishop hocha légèrement la tête. Et personne n'a entendu, ajouta Ethan, et plus doucement maintenant, personne n'écoutait. Il recula, puis tomba sur un genou au bord de la tombe. Pendant un long moment, il ne dit rien. Ses yeux restèrent ouverts, mais son expression changea, quelque chose se froissant en lui mais sans se briser. Finalement, il murmura, non aux autres, non aux médecins, pas même à lui-même, mais à Claire, « Je suis désolé que cela ait pris si longtemps. » Le rapport fut rédigé ce soir-là. James retapa chaque mot avec la patience de quelqu'un qui remet des os en ordre. Le docteur Bishop le confirma, la cause du décès ne pouvait être un accident de voiture. Claire Dawson avait été placée vivante dans le cercueil. Les égratignures, les ecchymoses à ses poignets, les fragments d'adhésif sous ses ongles, il racontait l'histoire que le dossier avait tenté de réduire au silence. Maria eut le rapport dans sa cuisine. La lumière du plafond bourdonnait faiblement. Elle se versa un verre d'eau et pleura sans bruit. Ses larmes n'étaient pas théâtrales, elles étaient fatiguées, longtemps retenues, le genre de pleurs qui viennent quand on sait qu'on a aidé quelque chose de terrible à durer plus longtemps qu'il n'aurait dû. Quand elle eut fini, elle plia le rapport, le scella dans une enveloppe et l'adressa au procureur du district, à l'attention de la division des décès non résolus. Elle fit une pause avant de la sceller, puis d'une écriture soignée, ajouta, pour Kevin Dawson. Parce que les morts méritent la dignité de la vérité. Cette nuit-là, Ethan se rendit à l'orphelinat en voiture. Kevin était assis sur les marches, carnet de croquis à la main, dessinant un arbre dont les racines s'étendaient dans un espace en forme de cœur sous terre. Ethan s'assit à côté de lui sans parler. « Je ne rêve plus d'elle, dit Kevin après un moment. C'est une bonne chose. Kevin regarda le ciel. C'est triste, mais aussi plus calme. Ça ne fait plus mal de la même manière. Ethan regarda le crayon du garçon courir sur la page. Nous avons trouvé quelque chose aujourd'hui. Kevin ne cessa pas de dessiner. Je sais. Ethan le regarda. Elle s'est battue. Kevin dit, je savais qu'elle le ferait. C'est pour ça que je revenais toujours à la tombe. Non pas parce qu'elle était encore en vie, mais parce qu'elle n'avait pas abandonné. Ils restèrent de nouveau en silence, côte à côte. Ethan fouilla dans son manteau et tendit à Kevin un morceau de papier plié. « Qu'est-ce que c'est » demanda Kevin. Son rapport. La vérité, la partie qu'ils ont essayé d'enfouir. Kevin le déplia lentement, les yeux parcourant la page. Ses lèvres bougèrent légèrement en lisant. Puis après un instant, il dit, « Je peux le garder ?»« Il est à toi. » Kevin le plia soigneusement et le glissa derrière son dessin. Elle n'a rien pu laisser derrière elle. Pas d'affaires, pas de maison, pas même une voix. Il fit une pause. Mais ça, c'est comme une voix. Ethan sourit, un sourire doux et discret. Elle t'atteint, dit-il. Kevin le regarda, les yeux trop vieux pour son âge.
Pensez-vous qu'elle savait que je reviendrais toujours? Je pense qu'elle espérait que quelqu'un le ferait. Kevin se pencha alors contre Ethan, et l'homme posa son bras autour de l'épaule du garçon. Non comme un geste, mais comme une promesse. Pas de presse, pas de salle d'audience, pas de discours de victoire, juste des présents. Et pour la première fois, Ethan ne se sentit pas comme quelqu'un venant sauver un enfant. Il se sentit comme un fils répondant à l'appel d'une mère qui n'avait jamais cessé de se battre, même en silence. Le matin où la vérité éclata, le ciel était clair. Il n'y eut pas de tonnerre, pas de musique grandiose, juste la lumière du soleil, celle qui se répand doucement, touchant sans s'excuser même les recoins les plus froids de la ville. C'est ainsi que cela se produisit, non par un cri, mais par un murmure qui ne pouvait plus être ignoré. Ethan se tenait sur la place de la ville aux côtés de l'officier James Ross, tenant le dossier à la main comme une confession fragile. Derrière lui, Maria Greyon ajustait le col de son manteau, le menton juste assez relevé pour ne pas trembler. Le docteur Bishop était là aussi, droite dans une défiance silencieuse. Et près des marches, sur le côté où les caméras ne pouvaient pas tout à fait l'attraper, Kevin tenait la main d'Ethan, de petits doigts serrés avec une résolution tranquille. Walter Greyon était déjà sur le podium, sa voix polie, ses gestes répétés. Une bannière de campagne flottait derrière lui. Intégrité en leadership y était-il écrit. Il était à mi-chemin d'une phrase, quelque chose sur la restauration de la confiance, quand Ethan s'avança. « Je suis désolé d'interrompre, dit Ethan. Pas fort, mais le microphone le capta quand même. Les yeux de Walter se plissèrent et pendant un moment, juste un moment, il ressembla à un homme regardant la marée monter et réalisant que sa maison était construite sur du sable. « Monsieur l'Anglais, dit-il, les bords de son sourire craquant. Ce n'est pas le moment. » Si, dit Ethan, c'est exactement le moment. Il se tourna vers la foule rassemblée. Elle n'était pas nombreuse. Peut-être 60 personnes. La plupart étaient venues pour le café gratuit et quelques badges de campagne, mais maintenant elles étaient silencieuses, penchées en avant. « Je n'avais pas l'intention de parler, continua Ethan. Mais quelqu'un doit le faire. » Il leva le dossier. Il y a 2 mois, un garçon de 6 ans venait à la tombe de sa mère chaque semaine et disait à quiconque voulait l'écouter qu'elle n'avait pas sa place là, que quelque chose n'allait pas. Personne ne l'a cru. Il fit une pause. La main de Kevin se serra davantage. J'ai rencontré ce garçon. J'ai écouté. J'ai suivi la piste qu'il laissait avec ses larmes, et ce que nous avons trouvé. Sa voix se brisa, mais il resta ferme. Ce que nous avons trouvé, c'était une femme enterrée vivante, une infirmière nommée Claire Dawson, une mère, une porte-parole de la vérité. Un murmure parcourut la foule. Ethan ouvrit le dossier et commença à lire les conclusions de l'autopsie, les ordonnances de DNR falsifiées, la déclaration notariée de Maria, la photo du bouquet trouvé dans la poubelle. Il lut comme une écriture sainte. Quand il eut fini, il n'y eut pas d'applaudissements, seulement le silence, le genre qui vient quand quelque chose de lourd s'est enfin posé. Puis vinrent les questions, basses au début, puis plus vives. Est-ce vrai? Qui a signé ces papiers? Pourquoi personne n'a rien dit? Walter s'avança, ajustant sa cravate. C'est un malentendu regrettable, dit-il, sa voix glissant dans un rythme froid et haché, une tentative de politiser un chagrin personnel. Nous pleurons tous différemment, mais ne. Maria dit doucement à Walter. Il se tourna. Sa voix n'était pas forte, mais elle portait. Ne prétendez pas que vous ne saviez pas. J'ai lu la note. Vous l'avez signée. Le vent attrapa ses cheveux, les brossant doucement en arrière. Vous m'avez dit une fois que certaines personnes n'étaient pas destinées à durer dans des systèmes qu'elles ne pouvaient pas contrôler. Mais Claire ne voulait pas de contrôle. Elle voulait juste protéger ses patients. Vous l'avez détruite pour cela. La mâchoire de Walter se serra. Maria, je vous ai pardonné. Avant même de savoir ce que je pardonnais, dit-elle. Mais je ne le ferai plus. Le silence qui suivit n'était pas vide. Il était plein de conséquences, de mémoire, des 1000 petites trahisons que les gens tolèrent jusqu'à ce qu'ils en aient assez. Puis quelqu'un de l'arrière cria, vérifiez les autres morts. Et une autre voix, combien d'autres? Walter ouvrit la bouche, mais il n'y avait plus rien à dire. L'officier Ross avança. Monsieur Greyon, nous allons devoir vous demander de nous accompagner. Ce ne fut pas une arrestation spectaculaire.
Pas de menottes, juste un homme descendant lentement d'une scène sur laquelle il n'aurait jamais dû se tenir. En passant devant Ethan et Kevin, il regarda le garçon. Il y eut un éclair dans son expression. Non de remords, non de peur, quelque chose de plus froid. Vous ne savez pas ce que vous avez déclenché, dit-il. Kevin leva les yeux vers lui, le regard stable. Je ne l'ai pas déclenché, dit-il doucement. C'est vous. Je n'ai juste pas laissé ça rester caché. Walter cligna des yeux, stupéfait un instant, puis il se détourna. La place commença à se vider. Des conversations fleurirent, urgentes, confuses, déterminées. Mais Ethan resta immobile, regardant Kevin tracer son pied le long d'une fissure dans le béton. Elle était courageuse, dit Kevin. Elle n'a pas crié, elle a juste essayé de tenir bon. Ethan s'agenouilla à côté de lui. Tu as été courageux aussi. Kevin secoua la tête. Non, j'ai juste été bruyant. Il y a une différence. Kevin y réfléchit, puis sourit. Je suppose que non. De l'autre côté de la place, Maria les observait. Ses yeux étaient humides, mais son dos droit. Pour la première fois depuis des années, elle ne gardait les secrets de personne, pas même les siens. Elle marcha vers eux et s'agenouilla à côté de Kevin. Ta maman a aidé la mienne une fois, dit-elle. Elle est restée avec elle pendant 1 heure après son service. Elle n'était pas obligée, mais elle a dit, personne ne devrait mourir en se sentant seul. Kevin la regarda. Elle n'est pas morte seule. Maria sourit. Non, elle ne l'est pas. Ils restèrent là, tous les trois, femmes, hommes, enfants, chacun portant un morceau de l'histoire de Claire, et aucun d'eux ne le portait plus seul. Plus tard cette nuit-là, dans le cimetière, quelqu'un laissa une nouvelle pierre tombale, simple, lisse, placée à côté de celle qui avait été autrefois trop ordinaire. Elle portait l'inscription « Claire Dawson, mère, infirmière, messagère de vérité ». Elle n'a pas crié, elle a juste tenu bon. À côté, une petite boîte en bois était glissée dans l'herbe. À l'intérieur, le dessin de Kevin d'un arbre, ses racines enveloppant doucement un cœur sous la terre, et un mot plié écrit de la main soigneuse d'un enfant, « Maman, je t'ai entendu. » Maintenant, ils t'entendent aussi. La cellule était propre, silencieuse. Trop silencieuse pour un homme comme Walter Grayon. Les murs étaient pâles, la lumière au plafond vacillait comme si elle ne savait pas si elle devait rester. Il était assis sur le bord d'un lit étroit, les mains posées sur les genoux comme s'il attendait encore que quelqu'un ouvre la porte et lui explique que tout cela n'était qu'un malentendu. Personne ne vint. Le silence n'était pas une punition, c'était une réflexion. Et dans cette réflexion, tout ce que Walter avait passé une vie à construire lui revint, non comme des triomphes, mais comme des ombres, des noms sans chaleur, des applaudissements sans signification, un pouvoir qui s'évanouissait dès que les gros titres changeaient. Pour la première fois depuis des années, il n'était qu'un homme sur une chaise, sans podium, sans femme à ses côtés, sans bannière de fondation derrière son dos, seulement des échos. La détective Janice Soloway fut celle chargée de recueillir sa déclaration. Fin cinquantaine, cheveux argentés tirés en un chignon strict. Elle n'adoucit pas sa voix, elle ne se pressa pas. Elle posa le dossier sur la table métallique et tapa 2 fois son stylo. Vous saviez, dit-elle. Walter regarda ses mains. Vous n'avez pas pris les décisions dans la panique, continua-t-elle. Elles étaient calculées. Les faux documents, la pression sur le coroner, les paiements, les emails que vous avez supprimés et ceux que votre femme a gardés. Walter s'inclina. Je veux comprendre quelque chose, dit-elle, pas pour mon rapport, pour moi. Pourquoi elle? Pourquoi Claire? Walter leva enfin les yeux. Sa voix était sèche. Elle posait trop de questions. C'est ce que font les infirmières, dit Janice. Elle pose des questions quand quelque chose semble ne pas aller. Il regarda au-delà d'elle. Elle m'a regardé, dit-il. La nuit où elle a disparu, elle ne m'a pas accusé. Elle n'a pas crié. Elle m'a juste regardé comme si elle pouvait voir à travers moi, comme si elle savait déjà ce que j'avais fait. Le savait-elle? Demanda Janice. Il ne répondit pas. Elle fit glisser une photo sur la table, la nouvelle pierre tombale de Claire, celle que la ville avait placée à côté de la tombe qui l'avait trahie. Walter la fixa, sa bouche serrée. Ils en feront quelque chose qu'elle n'était pas, dit-il doucement. Non, dit Janice, ils se souviendront d'elle pour ce qu'elle était,
et de vous pour ce pourquoi vous avez essayé de la faire disparaître. Ses doigts se crispèrent lentement en poing. Vous ne savez pas ce que cette ville fait aux hommes qui tombent? Elle croisa son regard. Je n'ai pas besoin de le savoir. Je sais ce qu'elle fait aux femmes qui tiennent bon. Maria lui rendit visite une fois. Elle ne portait pas de noir. Elle ne s'assit pas. Elle se tenait derrière la vitre, les bras croisés et le cœur tremblant. Walter décrocha le combiné. Maria hésita, puis décrocha le sien. Elle ne dit rien. Il s'éclaircit la gorge. Tu es venu. Sa voix était un fil. Je voulais voir ton visage. Pas celui que tu portais au gala. Le vrai. Le sourire de Walter était amer. Déçu? Non, dit-elle. Pas surprise non plus. C'est ça la tragédie, n'est-ce pas? Il détourna le regard. J'ai tout construit pour nous. Tu as tout construit pour toi, répondit-elle. Tu m'as juste traîné pour la vue. Il ferma les yeux. Tu me hais. Les yeux de Maria s'adoucirent mais pas par pitié. Non, dit-elle. Je te plains parce que quelque part en chemin, tu as cru que tu méritais d'être intouchable. Elle se leva. Et maintenant, tu le sais. Juste pas comme tu l'espérais. Il ne la regarda pas partir, mais il sentit la pièce rétrécir. Le procès fut rapide, les preuves irréfutables, emails, enregistrements, témoignages. La ville qui avait jadis applaudi Walter avec des verres qui tintaient le regardait maintenant derrière des journaux et des stores baissés. La sentence fut prononcée un matin gris, le genre qui faisait penser à la pluie, même quand il ne pleuvait pas. Ethan était là, Kevin aussi. Il était assis à l'arrière, les petites mains jointes, les yeux fixes. Quand Walter se leva pour parler, la salle se tut. Il s'éclaircit la gorge. Son costume ne lui allait plus comme avant. Sa voix, bien que toujours douce, se fissurait sur les bords. Je n'attends pas le pardon, dit-il. Je demande seulement que les gens se souviennent que je n'ai pas toujours été ainsi. Ethan se leva. Vous n'êtes pas né ainsi. Peut-être, dit-il. Mais vous l'avez choisi. Chaque dissimulation, chaque signature, chaque fois que vous avez vu quelqu'un de plus faible et décidé qu'il était jetable. Walter regarda le garçon à côté de lui. Vous avez fait d'un enfant votre adversaire. Kevin ne parla pas. Il n'en avait pas besoin. Le coup de marteau du juge retentit, 27 ans, sans libération conditionnelle pendant les 12 premières années. Walter cligna une fois, puis baissa la tête. Devant le palais de justice, le soleil perça enfin. Ethan et Kevin marchèrent jusqu'aux marches où ils avaient autrefois laissé un sac en papier, l'endroit où le premier dessin avait été trouvé. Kevin s'assit. C'est fini, demanda-t-il. Ethan prit une inspiration. Le pire est passé. Le reste prendra du temps. Kevin hocha lentement la tête. Il avait l'air triste. Walter. Oui. Kevin dit, pas désolé, juste vide. Ethan posa un bras sur son épaule. Certaines personnes portent le poids de ce qu'elles ont fait. D'autres portent le poids de ce qu'elles ont refusé d'être. Kevin leva les yeux. Lequel êtes-vous? Ethan sourit. J'essaie de n'être ni l'un ni l'autre. J'essaie juste d'être présent. Le garçon se pencha contre lui. En arrière-plan, des gens passaient. Certains remarquaient, la plupart non. Mais dans ce petit coin du monde, deux vies avaient changé de forme, non par vengeance, non par victoire, mais par une vérité prononcée, vécue et entendue. La pièce était petite, en béton, stérile, le genre d'espace conçu pour contenir ce que personne ne voulait voir. Walter Grayon était assis seul face à une table en acier. Ses mains étaient encore fortes, mais elles avaient cessé de saisir les choses avec certitude. Il fixait le sol non pas parce qu'il avait honte, mais parce qu'il n'y avait plus rien à regarder. La porte s'ouvrit. Des pas doux, mesurés. Ethan entra. Pas de garde, pas de bruit, juste deux comme il aurait dû en être. Loin des microphones, loin d'un tribunal, loin des scénarios polis que chacun avait portés comme une peau. Walter ne leva pas la tête. Je me doutais que vous viendriez, dit-il. J'ai failli ne pas venir, répondit Ethan. Mais il y a une chose que je devais dire, et une chose que je devais entendre. Walter expira lentement et régulièrement.
Vous avez eu ce que vous vouliez. Ethan s'approcha. Non, je ne vous voulais pas derrière les barreaux. Je voulais que Claire rentre chez elle auprès de son fils. Mais je n'ai pas pu lui donner cela, alors je lui ai donné la vérité. Walter leva enfin les yeux. Ses yeux étaient injectés de sang, fatigués d'une manière qu'Ethan reconnut, non pas par manque de sommeil, mais par le fait de porter une vie qui s'était effondrée sous son propre poids. C'était une bonne infirmière, dit Walter doucement. Trop honnête. Ethan s'assit en face de lui. Est-ce votre confession? Non, dit Walter. C'est mon regret. Ethan se pencha en avant. Alors, dites la vérité. Toute la vérité. Non pas parce que cela vous libérera, mais parce que quelqu'un là-bas, quelqu'un de petit et effrayé et qui apprend encore à faire confiance, a besoin de savoir ce que la justice fait quand elle est prononcée par celui qui l'a brisée. Walter cligna des yeux, puis enfin, il commença. Elle est venue me voir, dit-il. Pas avec des menaces, pas avec des exigences, juste avec ses notes, son petit carnet à spirale. Elle a dit, je crois que quelqu'un fait des erreurs et blesse des gens. Il rit une fois, amer et doux. Des erreurs, c'est ce qu'elle a appelé ça. Elle n'avait aucune idée. Elle avait toutes les idées, corrigea Ethan doucement. Elle a juste choisi de ne pas les utiliser comme une arme. Walter se frotta le front. J'ai pensé que si je la payais, elle reculerait. Mais elle ne voulait pas d'argent, elle voulait des comptes. C'est là que j'ai su. Su quoi? Qu'elle ne s'arrêterait pas. Et si elle ne s'arrêtait pas, d'autres pourraient commencer. Tout pourrait s'effondrer. Alors, vous l'avez enterrée, dit Ethan. Walter se raidit. Je n'avais pas l'intention de la tuer. Vous aviez l'intention de la réduire au silence. Walter hocha la tête. Elle n'était pas censée se réveiller. Le silence remplit la pièce comme une marée. Ethan regarda ses mains. Elle a griffé l'intérieur de ce cercueil. Le saviez-vous? Les yeux de Walter se remplirent non de pitié, mais de la douleur brute des conséquences. Elle était toujours en vie, dit Ethan. La voix mince mais ferme. Et vous saviez qu'elle pouvait l'être. Vous n'avez juste pas attendu assez longtemps pour le découvrir. Walter murmura, je n'ai pas attendu du tout. Ethan ferma les yeux. Voilà. Non pas la rédemption, non pas des excuses, juste la vérité, nue, meurtrie et tardive. Walter s'essuya le visage du revers de la main. Je l'entends parfois la nuit. Pas crier, respirer. Ethan le regarda. Elle n'a pas crié. Elle a tenu bon. Walter laissa cela s'installer dans sa poitrine comme un poids. J'ai tout ruiné. Ethan se leva. Non, vous n'avez pas tout ruiné, juste les parties qui auraient pu compter. Il se tourna pour partir, mais s'arrêta. Je suis venu ici non pas pour vous pardonner, ce n'est pas à moi de le faire. Mais je suis venu vous dire ceci, elle gagne. Walter cligna des yeux. Chaque fois que son fils rit, elle gagne. Chaque fois que quelqu'un prononce son nom avec respect au lieu de honte, elle gagne. Vous ne l'avez pas effacé. Vous l'avez rendu inoubliable. Ethan fouilla dans la poche de son manteau et posa quelque chose sur la table, un dessin. Celui de Kevin. Un arbre avec des racines délicatement enroulées autour d'un cœur. Walter le regarda. Sa main hésita, puis s'abaissa lentement pour toucher le papier. Pendant un instant, il resta juste à regarder. Ethan marcha vers la porte, l'ouvrit à moitié, puis jeta un coup d'œil en arrière. Vous avez dit qu'elle posait trop de questions, dit-il. Ce n'a jamais été le problème. Walter leva les yeux. Le problème, dit Ethan, c'est que vous aviez trop de réponses, et aucune n'était honnête. Il laissa la porte ouverte derrière lui, et pour la première fois, Walter Grayon ne se précipita pas pour la fermer. Il resta simplement assis là, le dessin sous ses doigts, et laissa le silence lui répondre. La maison avait 2 chambres, une balançoire et un porche qui faisait face à l'ouest où le ciel semblait toujours s'adoucir avant qu'il ne fasse nuit. Ethan l'avait trouvée après le procès, nichée dans une rue tranquille qui sentait le chèvrefeuille au printemps. Elle n'était pas grande, mais elle n'avait pas besoin de l'être. Elle avait seulement besoin de se sentir en sécurité, et pour la première fois depuis très longtemps, ce mot n'était pas un fantasme, c'était une décision. Kevin emménagea 2 semaines plus tard avec une seule valise, un carnet de croquis et un ours en peluche qui n'avait plus de nom,
seulement des souvenirs. Il n'appelait pas encore Ethan un papa, mais il n'hésitait plus quand Ethan lui tendait la main. C'était son propre genre de commencement. Chaque matin, ils préparaient le petit déjeuner ensemble, des crêpes le dimanche, du pain grillé et des fruits les jours d'école. Kevin insistait pour couper les fraises lui-même, même si les morceaux étaient irréguliers. Elle me laissait faire ça, dit-il une fois, essuyant le jus de ses doigts. Ma maman, elle disait, ce n'est pas grave si elles sont un peu en désordre, c'est comme ça que les bonnes ont le meilleur goût. Ethan sourit et hocha la tête. Il ne se pressa pas de répondre. Il apprenait à laisser de la place au silence, celui qui ne piquait pas mais permettait au souvenir de se poser doucement. Parfois, la guérison ressemblait à une cuisine tranquille, à un couteau aiguisé et à un garçon se souvenant de fraises. Il visitait le cimetière une fois par semaine, non pas parce que Kevin en avait besoin, mais parce qu'il voulait qu'elle sache qu'il allait bien. Il apportait toujours quelque chose de différent, une pomme de pin, un dessin, un ruban, une fois même une note pliée si serrée qu'Ethan ne pouvait pas la lire. Mais il vit Kevin la presser contre la pierre tombale comme un secret passé entre les mondes. Lors d'une de ses visites, Kevin s'assit à côté de la pierre et dit « Je ne rêve plus d'elle comme avant ». Ethan le regarda. « Est-ce que ça te rend triste ?» Kevin réfléchit un instant. « Non, je pense que c'est peut-être elle qui rêve de moi maintenant. » À l'école, Kevin recommença à dessiner, non seulement des cœurs et des étoiles, mais des scènes entières, des forêts, des gens, des maisons faites de lumière. Son professeur appela Ethan un après-midi. Il est calme mais gentil. Et quand un autre élève a pleuré la semaine dernière, Kevin s'est assis à côté de lui pendant 20 minutes sans dire un mot. Il est juste resté là. Ethan sourit au téléphone. Cela ressemble à sa mère. Le printemps arriva. Le porche fleurit des pieds que Kevin avait aidé à planter. Ethan lui montra comment pincer doucement les feuilles mortes, comment tout ce qui semble perdu ne l'est pas vraiment. Il parlait plus maintenant, non seulement du passé, mais de ce qui allait suivre. « Puis-je être quelqu'un de différent ici ?» demanda Kevin une fois. Ethan leva les yeux du parterre de jardin. « Différent de quoi ?» « Du garçon qui a tout perdu. » Ethan se leva et s'essuya les mains. « Tu n'as pas à cesser d'être lui. Tu dois juste grandir autour de lui. » Kevin hocha lentement la tête, comme un arbre avec une cicatrice. Exactement ça. Une nuit, en rangeant la vaisselle, Ethan trouva un morceau de papier plié sur le comptoir de la cuisine. C'était l'écriture de Kevin. « Tu n'as pas à avoir peur que je parte. Je sais que tu ne partiras pas. » Nous sommes restés tous les deux. Ethan s'assit et fixa la note pendant longtemps. Puis il la plaça dans le tiroir du haut à côté de la vieille montre de sa mère et de la nécrologie de Claire, celle qu'il avait réécrite lui-même, commençant non pas par comment elle était morte, mais par comment elle avait vécu. Parfois, au crépuscule, Ethan s'asseyait sur le porche avec une tasse de café et regardait Kevin se balancer sous le chêne, les cheveux emmêlés par le vent, les rires s'élevant comme quelque chose de retrouvé. Des voisins passaient. Il hochait la tête, saluait. Certains connaissaient l'histoire, la plupart non, mais rien de tout cela n'avait d'importance car parfois les victoires les plus extraordinaires sont tissées d'après-midis ordinaires, de petites mains, d'une grâce tranquille et de la façon dont deux personnes peuvent reconstruire sur les ruines sans jamais avoir à dire « je suis brisé ». Ils continuent simplement à se montrer ensemble. Une nuit, alors que le soleil se couchait lentement comme du miel sur les planches du plancher, Kevin vint dans la chambre d'Ethan avec une couverture. « Je peux dormir ici ce soir ?» Ethan ouvrit les draps. « Bien sûr. » Ils s'allongèrent dans le doux silence du soir, côte à côte, le ventilateur cochant doucement au-dessus. Après un long silence, Kevin murmura « Pensez-vous qu'elle aimerait cet endroit ?» La voix d'Ethan se noya. « Je pense qu'elle y trouverait la paix. » Kevin hocha la tête. « Moi aussi. » Quelques minutes passèrent, puis Kevin se retourna et murmura une dernière chose, si doucement qu'Ethan n'était pas sûr de l'avoir imaginé, mais c'était réel, « Bonne nuit, papa. » Ethan ne répondit pas tout de suite. Il tendit simplement la main du garçon sous la couverture, l'atteignit comme quelque chose de sacré et laissa le silence exprimer tout ce qu'il ne pouvait dire. Dans le calme qui a suivi tout le procès, les gros titres, les vagues d'indignation qui s'estompaient, la vie n'est pas revenue à la normale. Elle a plutôt choisi de devenir quelque chose de nouveau. Les gens ont commencé à regarder de plus près les dossiers, les infirmières discrètes qui ne demandaient jamais d'applaudissements mais étaient témoins chaque nuit. Certains ont écrit des lettres à d'anciens collègues.
D'autres ont visité des tombes qu'ils avaient longtemps évitées. D'autres, pour la première fois, ont écouté quand quelqu'un a murmuré « quelque chose ne va pas ». Et Kevin, maintenant un garçon aux yeux plus stables et aux rêves plus calmes, a dit un jour sur le porche « Je ne veux pas que ce qui lui est arrivé soit la fin. Je veux que ce soit la raison pour laquelle quelqu'un d'autre est sauvé. » Ethan hocha la tête. Alors, nous continuons à raconter son histoire, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est important. Ce qui a commencé comme la voix tremblante d'un enfant dans un cimetière est devenu quelque chose de plus grand, quelque chose d'inébranlable. La vérité, une fois enfouie, ne meurt pas. Elle attend, et lorsqu'elle ressurgit, elle exige de nous de regarder, d'écouter, de croire ceux qui murmurent. Parce que quelque somewhere, même maintenant, il y a un autre Kevin, une autre Claire, un autre silence qui a besoin d'être brisé par la gentillesse, par le courage ou par quelqu'un qui refuse simplement de s'en aller. Et c'est peut-être la justice la plus puissante de toutes. Non pas ce qui est puni, mais ce qui est vu, élevé et enfin aimé. Dans le calme qui a suivi le procès, la reconnaissance publique, la reconstruction silencieuse, quelque chose de plus doux a commencé à grandir. Non seulement la justice, mais la compréhension. Parce que des histoires comme celle de Claire ne se terminent pas dans les tribunaux. Elles se poursuivent dans les couloirs des hôpitaux, dans les orphelinats, dans les recoins oubliés où quelqu'un a encore trop peur de parler et où quelqu'un d'autre doit être assez courageux pour rester et écouter. Ethan a dit un jour, la vérité n'est pas bruyante. Elle est patiente, et quand nous l'entendons enfin, elle ne crie pas. Elle demande. Elle nous demande de prêter attention aux gentillesses invisibles, aux avertissements doux, à l'enfant silencieux qui en sait plus qu'il ne le devrait, à la femme qui a osé dire ce n'est pas juste, même quand personne n'était prêt à la croire. Ce n'est pas seulement l'histoire de Claire. Elle appartient à chaque femme qui a été réduite au silence, à chaque soignante qui est passée inaperçue, à chaque personne âgée qui a fait confiance et a été trahie, et à ceux d'entre nous qui sommes encore là pour se souvenir, pour changer les choses et pour transmettre la vérité. Alors si vous vous êtes déjà senti ignoré, vous n'êtes pas seul et vous ne l'avez jamais été. À toutes les femmes qui regardent, en particulier celles de plus de 65 ans, qui ont porté des générations sur leurs épaules, qui ont élevé des enfants et maintenu des familles unies tandis que le monde se détournait, nous vous voyons. Nous honorons votre force, votre douceur, vos histoires. Avez-vous déjà gardé le silence alors que votre cœur criait la vérité? Qu'est-ce qui vous a donné le courage de finalement parler ou de continuer? J'aimerais entendre votre voix dans les commentaires ci-dessous, car peut-être que la guérison commence là, avec vous.